Bonjour, une nouvelle vidéo sur le sujet qui est le suivant: résister, c'est souffrir. Alors évidemment, je vais développer l'intitulé de la vidéo, parce que qu'est-ce que la résistance? On va donner aussi une définition de la souffrance pour commencer aussi. Donc et après, je vais développer en effet qu'est-ce que c'est que résister, et du coup on comprendra pourquoi la souffrance euh, y est rattachée. Donc la première des choses, d'abord, merci à ceux qui s'abonnent à ma chaîne YouTube et qui restent fidèles à mes vidéos. Merci à ceux aussi qui sur Facebook euh, viennent en fait me laisser des messages pour me demander des explications sur des points qui sont obscurs pour eux. Et voilà, donc merci en tous les cas à tout cela, déjà pour commencer, voilà. Et parce que c'est important, moi ça me permet en même temps de pouvoir aider aussi via Facebook, de pouvoir aider certains ou certaines à mieux comprendre les mécanismes de l'être humain. Et ils sont simples en fait, c'est d'une grande simplicité, mais les choses parfois les plus simples en fait en définitive sont les plus complexes parfois à manœuvrer. Donc voilà, donc ça c'était pour une première chose. Donc je vais donner une définition de la souffrance. Alors on va exclure la souffrance physique, parce que j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, euh, justement, où je disais à propos de la souffrance physique, ne résistez pas. Donc j'ai déjà développé ce que c'était par rapport à la souffrance physique. On va faire de même par rapport à la souffrance morale, psychologique. Enfin, vous le prenez comme vous voulez. De toute façon, on va donner une définition en fait qui est que la souffrance, c'est un mal-être. Ça peut être un mal-être léger, diffus, comme ça peut être un mal-être beaucoup plus profond et aigu. Donc, à partir du moment où en effet nous ne sommes pas en accord avec quelque chose, que ce soit nous-mêmes, l'autre ou une expérience, nous entrons dans un processus de toute façon de souffrance. Là où il y a refus, il n'y a pas acceptation. Là où il n'y a pas acceptation, il y a donc refus et forcément souffrance. Donc la souffrance, c'est ça, c'est en fait tout ce qui le processus, en fait l'état, pour commencer, on va dire l'état qui ne permet pas de pouvoir ressentir un bien-être dans le temps zéro. Dans le temps zéro, ça veut dire, dans mon langage, ici et maintenant. Voilà. Donc, en gros, si vous n'êtes pas détendu et serein et qui est heureux, euh, ou tout simplement en paix, ce qui est déjà pas mal, hein. Je vous le souhaite. En fait, eh bien, ça veut dire qu'il y a souffrance. Donc voilà, c'est ça pour moi la définition de la souffrance. Alors évidemment, après, il y a des souffrances encore plus aiguës, hein, qui fait que on va carrément à l'extrême, c'est-à-dire du curseur, qui fait qu'on est complètement malheureux, au bord du suicide, ou alors, je ne sais pas, hyper déprimé, voire dépressif. Voilà, ça c'est des formes en fait c'est des formes de souffrance qui sont là poussées à l'extrême. On n'est plus dans un léger mal-être, un mal de vivre, ou un léger mal de vivre. On est vraiment dans un mal de vivre profond. On n'est plus dans euh, un petit souci à régler avec lequel on se sent pas bien. Voilà, donc on est vraiment dans des souffrances humaines beaucoup plus profondes. Voilà.
souffrances donc morales qui peuvent évidemment entraîner derrière une souffrance physique réelle. On sait très bien qu'il faut se rappeler que mental et physique ne font qu'un. Le physique prend modèle sur votre mental. Si vous avez un mental qui, au bout de quelques années, s'avère être complètement stressé, le corps va devenir stressé et il va finir par manifester des symptômes qui, lui, sont propres en fonction de ses propres mécanismes, en fait en fonction surtout de ses propres maillons faibles. Parce que c'est vraiment les maillons faibles du corps qui vont en fait s'exprimer, qui vont exprimer le mal-être au bout de quelques années. Voilà. Donc ça, c'était une définition de la souffrance. On le voit, hein, ça peut être... j'ai souvent dans les consultations des gens qui me disent oui mais j'ai un peu réglé le problème donc du coup ça va mieux parce que ça s'est en gros mon mal-être s'est amoindri et je leur dis oui il s'est amoindri, ça veut dire que il revient de temps en temps mais c'est fugace ou ça n'engendre pas une grande souffrance et on me dit voilà c'est ça et je dis oui mais malgré tout c'est une souffrance quand même puisque à partir du moment où il y a souffrance, il n'y a pas sérénité. Donc les personnes ont tendance en effet à amoindrir les choses pour essayer de les régler. Mais ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a pas sérénité, il y a souffrance. À partir du moment où il n'y a pas de la paix, il y a de la souffrance. S'il n'y a pas de la joie, c'est qu'il y a de la souffrance. Donc voilà. Alors ensuite, on va passer à la définition de qu'est-ce que résister. Parce que là, le phénomène de résistance, évidemment, entre pour beaucoup dans le processus de la souffrance. Et souvent, beaucoup de personnes s'imaginent que accéder à sa colère ou à sa peur, c'est-à-dire laisser s'exprimer la peur ou la colère ou je ne sais trop quel autre sentiment, ou la tristesse ou le désespoir, etc. Et ils pensent qu'en fait, c'est comme un torrent, ils vont être submergés et emmenés par le torrent. En réalité, c'est justement tout l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que finalement, dès lors qu'on commence en effet à ressentir de la colère, de la tristesse, de la peur, ou quoi que ce soit, il y a une partie en nous qui exprime ça, en tous les cas qui se trouve être dans cet état-là, et il y a une autre partie de nous qui en fait ne va pas vouloir comment dire laisser s'exprimer cette autre partie et va commencer finalement à trouver des subterfuges pour en gros mettre une sourdine à l'émotion ressentie. Et c'est ce phénomène finalement de dualité, puisqu'on en revient toujours au même phénomène de dualité, où il y a une partie de nous qui, on va dire, se trouve être dans un état particulier, et une autre partie qui dit non, non, mais ça c'est hors de question, ça moi je veux pas le sentir, il faut trouver un moyen pour y échapper. Donc c'est à partir de ce moment-là où le processus de résistance commence à se mettre en place. Parce que les différentes personnalités en nous, oui, parce que je vous le rappelle, nous ne sommes pas un moi monolithique, nous ne sommes pas qu'un moi, un et indivisible, parce que dans ce cas, nous serions en fait en définitive déjà en paix, puisqu'il n'y aurait pas de voie contraire pour s'élever. Donc je rappelle que le moi est une assemblée générale, avec en effet différentes facettes de notre personnalité qui sont présentes autour de la même table. Et ça, en fait, ça définit le moi. Voilà, le moi n'est pas quelque chose qui est vraiment unique et voilà. Donc c'est quelque chose en effet qui est multiple. Un peu comme le cerbère à trois têtes, là c'est pareil. En fait, il y a plusieurs personnalités en nous qui constituent en effet ce qu'on appelle vulgairement le moi. Voilà. Et donc, dès lors qu'il y a une partie en effet qui est en souffrance pour X ou Y raison, et qu'il y en a une autre partie qui tente d'échapper à cette souffrance en disant ben ça, je veux pas l'écouter, il faut, ou alors je veux pas l'écouter parce que si en effet
j'accepte mon désespoir, du coup je vais complètement sombrer. Si j'accepte telle chose, je vais complètement me laisser submerger. Voilà, donc du coup, une autre personnalité dit que ça, c'est pas entendable, c'est pas recevable, et déteste, déteste ressentir ce qu'une autre partie est en train d'éprouver. Dès lors que cette comment dire, première dualité se met en place, en fait, il y a l'apparition de la souffrance, puisqu'il y a une résistance à ce qui est. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'écoute de cette peur ou cette tristesse ou cette colère ou que sais-je encore. Parce que ça peut être aussi une pensée, tout simplement. Une pensée qu'on ne souhaite pas entendre ou qu'on ne souhaite pas... comment dire, oui, c'est ça, qu'on ne souhaite pas entendre, qu'on ne souhaite pas du tout écouter. Euh, donc dès lors qu'en effet, en fait, il y a ce genre de manifestation qu'on nomme habituellement négative, il n'y a rien en fait qui est négatif ou positif, c'est juste un état d'esprit, c'est une façon d'observer les choses. Du coup, c'est une manière aussi de pouvoir les transformer. Voilà. Quand on dit oui, quand j'entends dire surtout les personnes dire ah oui, non, mais je ne vais pas voir cette personne-là parce qu'elle est elle est trop négative, elle a trop d'énergie négative, alors du coup, moi, elle, elle pompe la mienne. Moi, après, je suis complètement abattu, je suis complètement épuisé. Bon, il faut bien se dire que là, il y a un écho en fait qui se passe entre ce qui se passe chez l'autre et ce qui se passe chez vous. Hein. À partir du moment où en effet vous côtoyez quelqu'un qui est selon vous négatif et que vous écopez quelque part de cette négativité, c'est que quelque part il y a quelque chose en vous qui à votre tour en fait se met en mouvement et vous fait miroir par rapport à un processus qui vous appartient. Voilà. L'autre est négatif pour son processus qui lui appartient, vous devenez à nouveau impacté par ce négativité, ce que vous appelez cette négativité, parce que ça met en route chez vous un processus qui est le vôtre. Voilà, et donc s'il y a forcément un ressenti négatif en vous, c'est qu'il y a forcément déjà un début de dualité qui opère dans votre système de pensée. Voilà. Donc pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas forcément une résistance à une émotion, mais ça peut être aussi une résistance à une pensée liée forcément à une expérience ou à une personne qui fait que de toute façon la sérénité ne peut pas s'installer parce qu'il y a toujours en récurrence une pensée comment dire, qui vous hante et qui vient vous harceler sans arrêt et vous dire que la réalité devrait être autre et qui est en train de refaire le monde, soit parce qu'elle est en train de refaire le passé, en disant ça n'aurait pas dû se passer comme ça et vous dire en quoi ça n'aurait pas dû se passer comme ça, ou alors au contraire se projette dans un futur et là envisage des choses qui sont toujours absolument toujours à votre désavantage, ce qui fait qu'en fait ça devient une source de stress. Voilà, il y a une anticipation qui est toujours qui est jamais heureuse en fait. Voilà, c'est ça. Il y a toujours de la peur et de l'angoisse. Voilà. Donc le phénomène de résistance, on commence à le voir, c'est dès lors qu'il y a une personnalité en vous qui exprime quelque chose, comment dire, qui est dans une certaine forme de refus de la réalité, dans le sens refus de la réalité, c'est-à-dire où la pensée en question tente de remanier l'histoire passée, ou alors se projette dans un futur, est en train de commenter un futur, mais de toute façon un futur qui de toute manière va être super stressant. Voilà, donc ça peut être par exemple l'échec à un examen, voilà, tout bête, voilà, le bac ou un examen autre, peu importe, et puis voilà, il n'y a pas acceptation dès lors que le mental en effet commence à dire oui, de toute façon si j'avais su, ta et ta, voilà, et du coup il y a déjà en fait une manière de résister à ce qui est, puisque dès lors qu'en effet il y a un commentaire comment dire, du mental qui commence en effet à
à avoir son mot à dire sur la réalité, en fait, il y a une entrée en résistance. Il y a acceptation dès lors que on se dit c'est comme ça, et il n'y a pas de tergiversation mentale à propos de ça. Je vais même jusqu'à pousser le bouchon en disant que la résistance, en fait, c'est que dès lors qu'il y a de toute façon une agitation mentale à propos de quelque chose, de quelqu'un, voire même de vous-même, dès lors qu'il y a une agitation mentale, il y a souffrance. On est en paix quand en fait le mental ne s'agite pas à propos de quelque chose. Voilà. Parce que qui dit agitation mentale dit forcément qu'il va y avoir d'autres parties, comment dire, d'autres parties de votre personnalité qui vont venir en fait se heurter à ce discours, à la manière dont le mental intervient vis-à-vis de quelque chose. Donc il y a forcément une partie en vous qui commence à commenter et à essayer de remanier les choses telles qu'elles auraient pu se passer ou telles qu'elles devraient se passer. Et du coup, forcément, une projection en avant dans le temps en disant voilà, les choses devraient se passer comme ça, comme ça, comme ça. Sous-entendu, évidemment, elles n'auraient pas dû se passer comme ça. Voilà. Donc à partir du moment où en effet on commence à avoir ce genre de discours mental, il est certain que de toute façon on est déjà dans une forme de souffrance. Alors certes, ça va vous paraître dérisoire en disant oui bon finalement, ça m'amène pas à pleurer ou ça m'amène pas à avoir une crise de nerfs ou quoi que ce soit. Oui certes, comme je disais, il y a le curseur se déplace dans les degrés de souffrance. Mais néanmoins, c'en est une. Et dès lors qu'on ne le reconnaît pas comme tel, du coup, on l'entretient. Et dès lors, c'est toujours quelque chose qui vous empêche de toute façon d'accéder à la sérénité. Voilà. À partir du moment, en effet, où on sait il se passe des choses, si on sait ce qu'on a à faire, en fait, il n'y a pas d'agitation mentale. On agit, c'est tout. Ou on n'agit pas d'ailleurs. Ne pas agir, c'est aussi une façon d'agir. L'action n'est pas souvent, n'est pas tout le temps non plus être d'en faire quelque chose. Voilà. Dès lors qu'en effet il y a une agitation mentale, c'est que le moi ne sait pas, en tout cas toutes les parties du moi ne savent pas comment se positionner vis-à-vis de telle personne, vis-à-vis de telle chose, et donc sont en train de, en gros, de faire une assemblée générale et où personne ne s'écoute, c'est-à-dire que toutes les personnalités braillent chacun de leur côté, sans qu'en définitive elles ne puissent s'écouter les unes les autres. Et donc il y a aussi une partie en vous qui a conscience évidemment de cette manifestation et qui va tenter en effet d'être à l'écoute d'une personnalité au détriment des autres. Et c'est là où commence véritablement le danger, oui, enfin d'une certaine manière, le piège quoi surtout. Le piège commence à s'installer dès lors qu'une partie de vous commence en fait à vouloir donner de l'attention et de l'importance à une partie de vous et au détriment de l'autre. Et ça, c'est comme si vous étiez en train de donner davantage d'attention à un enfant et pas à l'autre. Et donc forcément, il va y avoir des résultats derrière qui vont pas être très cool et très sereins par la suite. Et voilà, là c'est exactement la même chose. Et à partir du moment où vous commencez à donner de l'importance à une personnalité sans écouter l'autre, en fait, en clair, si vous donnez de l'importance à la personnalité qui dit non mais ça moi je veux pas l'entendre, c'est hors de question, trouve un moyen de distraire pour en fait oublier ça, et que c'est ça que vous nourrissez sans arrêt, c'est-à-dire que nourrir sans arrêt quelque chose, c'est-à-dire porter de l'attention sans arrêt sur cette pensée-là, forcément de l'autre côté, il y a la pensée qui, elle, est dans... il y a un état surtout, il y a une autre personnalité qui est dans un état de tristesse, ou de colère, ou d'apitoiement, ou de regret. Et si cette partie-là, en fait, de la personnalité est complètement niée, eh bien, il ne faut pas croire que ça va disparaître tout seul, parce que ça, c'est juste
hérétique comme manière de voir les choses, parce que ça ne disparaîtra pas tout seul de toute façon. Donc c'est ça le problème. Ça va, comment dire, au contraire, rester, rester en vous, et puis surtout cette partie qui vraiment manifeste de la tristesse, du désespoir ou du regret, va en fait prendre de l'importance, parce que il y a pas mal de choses en fait qui vont s'accumuler dans votre vie, qui vont nourrir en fait cette personnalité là, et donc elle va en fait en gros taper à votre porte de plus en plus fort, et plus elle va taper fort pour se faire entendre, plus il risque de se passer l'opposé, c'est-à-dire que la personnalité qui elle tente de vous distraire et de vous détourner de cette partie là qui souffre risque aussi de vous embarquer dans un processus où vous allez trouver des astuces dans votre existence pour fuir ce que vous ressentez. Donc ça peut aller crescendo comme ça, et puis après évidemment déclencher des soucis physiques, des symptômes physiques importants, de plus en plus importants, et comme ce processus parfois n'est pas conscient, la personne ne sait même pas en fait au bout d'un moment ce qui lui arrive. Donc voilà, donc l'important évidemment pour bien comprendre d'où vient la souffrance, et comment la souffrance ou le manque de sérénité, de quiétude, voilà, quel est le processus qui le met en route, c'est cette forme de résistance. Et cette résistance passe par un évitement en fait de l'écoute et de l'attention à toutes les personnalités qui s'expriment en nous. Voilà. Et c'est pour ça que la souffrance, en définitive, c'est de là, en fait, où la souffrance tire toute sa source. C'est dans le degré de résistance. Voilà. Par exemple, vous savez que vous avez une tâche à accomplir à votre travail qu'on vous a demandé, et une partie de vous, en fait, ne se sent pas à la hauteur pour l'exécuter. Et donc voilà, donc d'un côté il y a une demande d'un tiers, d'une tierce personne pour une tâche que vous devez exécuter. Une partie en vous commence à dire oui mais ça moi je vais pas me sentir à la hauteur, et donc et ça du coup vous avez du mal en définitive à rentrer en dialogue avec cette partie là. Et bilan des courses, il y a une autre personnalité qui dit bah attends moi j'ai la solution, on va essayer de gagner du temps de telle ou telle façon. Donc, et puis, bon, jusqu'au moment où il faudra quand même s'y mettre, éventuellement y arriver, mais même en fait, pendant l'exécution de la tâche en question, ou là, sa réalisation, de toute façon, ça va être fait dans le déplaisir, on va dire, parce que cette petite voix sera toujours là en disant mais de toute façon je suis pas à la hauteur, je vais pas y arriver, je vais pas y arriver, et du coup une autre partie cherche toujours à trouver une solution pour que la souffrance, enfin l'état ressenti en fait cesse, et essaye de trouver des solutions en effet pour pallier à ce ressenti ou à cette pensée tout simplement. Et du coup je suis pas à la hauteur, du coup le je suis pas à la hauteur est une pensée, ça entraîne évidemment une sensation assez déplaisante à l'intérieur de soi, comme un espèce de vide ou un espèce de manque, ou comme si en fait on sentait en soi comme une incapacité quelconque, et en laquelle évidemment on croit, parce que sinon on n'alimenterait pas ça, et puis ça, on passerait à autre chose. Et donc une autre partie va venir essayer va tenter de venir à votre secours pour vous dire attends, on va trouver un moyen, non mais c'est pas grave, remets ça à demain, n'y pense plus, peut-être qu'en fait l'autre aura oublié de te demander ça, peut-être qu'en fait tiens, et si je demandais à un tel de m'aider, enfin voilà, il y a diverses façons de pouvoir éluder le stress ressenti lié en fait à la pensée. Et c'est beaucoup plus compliqué finalement d'agir comme ça, parce que ça complique nos vies, alors que les choses sont beaucoup plus simples qu'elles n'y paraissent. C'est-à-dire que si on fait face à la pensée je ne suis pas à la hauteur, et qu'on commence à rentrer en dialogue avec cette pensée, en fait on va s'apercevoir que c'est juste un a priori,
un préjugé que vous avez sur vous-même face à la tâche qui vous est demandée, et qu'en réalité ça repose sur rien, parce que à la limite vous pouvez très bien dire à cette pensée, mais euh, donne-moi donne-moi des exemples, par exemple, euh, sur pour les fois où je n'ai pas été à la hauteur, est-ce qu'il y en a eu? Et si oui, lesquels? Et puis, et elle va vous fournir, en fait, le mental va vous fournir des réponses par rapport à ça. Il va vous donner des exemples dans votre vie. Mais l'inverse est aussi vrai, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on vous a demandées à une certaine période de votre existence, et puis là encore, vous ne vous pensiez pas à la hauteur, et puis en fait, quand vous interrogez d'une autre manière en disant, mais donne-moi des exemples contraires, c'est-à-dire des exemples où je suis parvenu à pouvoir exécuter quelque chose qu'on m'avait demandé, et bien là aussi, il va y avoir des exemples. Donc vous allez voir qu'en définitive, rien n'est absolu, parce que le mental a tendance, enfin, ou la personnalité, ou le moi, a tendance à tout conjuguer à l'absolu. Ça, c'est vraiment un de ses défauts, c'est-à-dire que si je suis nul, je ne suis pas nul maintenant, je suis nul pour toujours. Voilà, c'est pour toujours, à jamais. C'est vraiment des termes c'est vraiment des notions que le moi emploie très souvent dans son esprit. C'est-à-dire que si je suis ruiné, c'est pour toujours. Si je suis malheureux, c'est pour toujours. Si comment dire, je rencontre enfin, si je m'attribue plutôt telle qualité, je suis gentil, c'est tout le temps, ou c'est jamais, voilà, c'est tout le temps comme ça. C'est-à-dire que le moi n'a absolument aucune nuance. C'est-à-dire que, et de même d'ailleurs, quand vous trouvez des qualités à quelqu'un en disant, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il est serviable, votre mental va dire, il est serviable tout le temps. Or, ce n'est pas vrai. La personne n'est pas serviable tout le temps. Voilà, qu'est-ce que j'apprécie ma belle-mère, ouais, c'est pas tout le temps non plus. Mais le moi le conjugue à l'absolu. C'est-à-dire que je l'apprécie, sous-entendu, tout le temps. Alors qu'en fait, c'est pas vrai. Il y a des fois où en fait, on n'apprécie pas les gens tout le temps. Je le déteste ou je la déteste, le moi va le conjuguer à l'absolu. C'est-à-dire je le déteste tout le temps, ou je le déteste pour toujours. Voilà, donc ça c'était aussi une notion importante, parce qu'on a tendance en effet à coller des étiquettes sur nous-mêmes et sur les autres, et on les met forever, quoi, définitivement. C'est-à-dire on ne prend pas en compte les aléas de la personnalité, qui fait qu'un jour on peut être bien, un jour moins bien. Et non, non, tout est conjugué à l'absolu, pour toujours ou jamais. Voilà, tout le temps ou pas du tout. Donc voilà, donc c'était important à préciser. Donc on voit bien que le processus de résistance en fait est vraiment lié à ce bavardage mental, et surtout un bavardage qui est récurrent par rapport à quelque chose qui appartient au passé, forcément, hein. Et aussi un bavardage mental qui peut avoir lieu aussi par anticipation par rapport à un futur, de toute façon, qui va être forcément à votre détriment et stressant. Voilà. C'est qu'est-ce que vont penser les gens si je choisis de faire telle option, qu'est-ce que vont penser mes parents si je change de branche et que je deviens artiste, alors qu'en fait ils attendent de moi que je sois un ingénieur. Voilà, et en fait là on est déjà dans une anticipation d'un futur qui n'existe pas encore, mais qu'on est en train déjà de se créer dans sa tête, parce qu'on est en train d'élaborer en fait toutes les réactions que pourraient avoir les parents par rapport à un projet de vie qui est en train de changer, et forcément que les parents pourraient être amenés à critiquer. Alors forcément, vous êtes dans un état de stress. Si vous êtes en état de stress, il est impossible de pouvoir gérer le moment présent dans le calme et la sérénité, et surtout d'avoir un esprit suffisamment lucide pour pouvoir savoir quoi dire et comment agir sur le moment.
puisque vous êtes déjà dans un état d'anticipation négative, enfin en tout cas stressante. Forcément, au moment où vous allez vous confronter avec vos parents pour vous dire, pour leur dire voilà, finalement j'ai changé d'option, j'ai abandonné l'ingénierie pour pouvoir finalement m'orienter parce que je veux être clown. Si vous êtes déjà en état de stress parce que vous avez déjà anticipé de manière négative tout ce que vos parents pourraient avoir à redire, forcément vous n'êtes plus dans la réalité du moment présent. Voilà. Donc si vous n'êtes plus dans la réalité du moment présent, forcément il n'y a pas de sérénité. Et s'il n'y a pas de sérénité, il y a forcément une façon de réagir aux événements qui va être de toute façon inadaptée à la réalité du moment. Donc qui va avoir forcément des répercussions qui vont être, comment dire, qui vont être forcément à votre désavantage. Voilà, en tous les cas, il y a des répercussions. Voilà. Et avec lesquelles, de toute façon, vous ne serez pas serein non plus, puisque il y aura forcément une personnalité de vous qui va vous reprocher, en fait, par la suite, d'avoir réagi de telle manière. Voilà. Ou qui va éventuellement commenter sur la manière dont les parents ont réagi. Donc on voit bien que, en fait, quel que soit l'environnement dans lequel on existe, on voit bien que finalement c'est notre façon d'appréhender la réalité qui compte davantage que ce que peuvent penser, enfin que l'opinion en fait que les autres ont de notre réalité. Si nous sommes en paix avec notre manière de penser et notre manière de concevoir notre vie et la manière dont on souhaite qu'elle se déroule, alors ce que peuvent penser les autres, on s'en tape. On s'en cogne littéralement. Voilà, pour parler un peu franc et cru. Alors que si on n'est déjà pas au clair avec ses propres décisions, la manière dont on veut régenter sa vie, forcément on va commencer à se soucier en fait de ce que peuvent en penser les autres. Voilà. Et tout ça pour dire que la quiétude ou la paix avec soi-même commence par le simple fait, et encore une fois je dis bien simple, le simple fait d'avoir en fait une uniformité dans la manière dont les différentes personnalités en nous examinent les choses. Voilà. S'il existe cette forme d'uniformité dans la manière dont les personnalités envisagent les choses, ou regardent les choses, ou perçoivent les choses, alors du coup il y a vraiment quelque chose qui est très serein, puisqu'il n'y a pas de dualité, il n'y a pas une autre voie pour dire moi je vois pas les choses comme ça et les choses devraient être autrement, etc. etc. Voilà. Et c'est ça finalement la quiétude, comment dire, en opposition à la souffrance. C'est quand en effet toutes les personnalités en nous en fait se tournent dans la même direction. C'est d'ailleurs un peu la définition qu'on donne aussi à l'harmonie d'un couple, c'est quand en fait les deux regardent dans le même sens. Et bien là en fait curieusement c'est la même chose intérieurement. Et ce qui est difficile pour la plupart de ceux qui cheminent sur on va dire une voie spirituelle, pour dire ça comme ça, ce qui est difficile pour ceux qui cheminent, c'est de s'imaginer, c'est de commencer, en fait, la première erreur est de croire, la première tromperie, la première illusion, en fait, est de croire que l'ego est quelque chose de monolithique, c'est-à-dire que il ne peut pas y avoir plusieurs, en effet, personnalités qui s'expriment en moi, il ne peut y en avoir qu'une seule. Non, en fait, la première chose à savoir, c'est qu'il n'y a pas qu'une personnalité en nous qui existe, il y en a plusieurs, et que celles-ci, en fait, n'ont pas forcément le même avis par rapport à une situation, et l'important, c'est de commencer à savoir dialoguer avec les différentes parties de nous. Voilà. Donc, si on commence en effet à réinterroger la pensée « je ne suis pas à la hauteur », et qu'on commence en effet à dire donne-moi des exemples où tu ne l'as pas été, donne-moi des exemples où je l'ai été. Donc déjà on commence en fait à rééquilibrer une balance, puisqu'on s'aperçoit que finalement des situations dans lesquelles on ne se croyait pas à l'époque à la hauteur, en fait on a été à la hauteur. Et ensuite simplement essayer de converser avec cette personnalité en disant mais pourquoi finalement
est-ce que tu penses que je vais pas être à la hauteur? Et du coup, c'est vraiment commencer à entamer un dialogue. Parce qu'il y a forcément une raison pour laquelle comment dire, une des personnalités commence à voir ce genre de, comment dire, se manifeste de cette façon. Voilà. Euh, donc si on commence à l'interroger, tout simplement, et c'est ça, rentrer en dialogue, si on commence à l'interroger en disant mais pourquoi est-ce que tu penses que je ne vais pas être à la hauteur, et voilà, et du coup le fait de rentrer en dialogue fait qu'on dénoue la résistance, c'est-à-dire que on tâche de savoir en fait ce qu'il y a derrière ça, et ce qu'il y a derrière le je ne suis pas à la hauteur. Ça peut être tout simplement une injonction que vous avez entendue ou un jugement que vous avez entendu par le passé qui revient en effet dans votre tête sans cesse sous la forme je ne suis pas à la hauteur, j'ai peur de ne pas être à la hauteur, mais ça peut être tout simplement un jugement que vous avez reçu plus tôt dans votre existence de la part de quelqu'un, voilà, ou une situation d'échec en fait qui vous fait penser à, et vous allez tout de suite comprendre en effet à quoi ça fait référence. Et en effet, ça fait toujours référence au passé et jamais au présent. C'est-à-dire que tout ce que votre mental vous rabâche n'a rien à voir avec la situation présente. Donc, c'est pas compliqué. L'équation, pour moi, est la suivante. C'est comme ça que je fonctionne. Soit on est dans la vérité, soit on est dans l'illusion. Donc, il n'y a pas 36 options possibles. Donc, à partir du moment où, en effet, il y a, comment dire, une ou des personnalités qui s'expriment en vous et qui vous plongent dans une forme de mal-être général, vous pouvez être certain que le mental est en train de discourir sur quelque chose qui est totalement illusoire. Alors que si c'est simplement la vérité, en fait, la vérité s'exprime telle qu'elle est, et la vérité souvent a à voir avec la réalité, et la réalité a souvent à voir avec la vérité. Les choses sont comme ça, et pas autrement. Et à partir du moment où c'est une vérité, c'est une évidence. Si c'est une évidence, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de discours mental. Les choses sont ainsi. Voilà. Et du coup, le mental ne vient pas faire de discours. Quand tout va de soi et que tout vous paraît évident, alors le mental n'a pas besoin de discourir. Dès lors qu'il commence à discourir, en fait, il commence finalement à fabriquer une illusion qui n'a rien à voir avec la réalité. Voilà. Donc, il faut bien vous rappeler à l'esprit, vérité égale tranquillité, illusion égale agitation. Voilà. C'est pas mal comme définition. Enfin, agitation, tranquillité, vérité, illusion. Voilà. C'est l'équation, pour moi, est la suivante. Et si même moi, par exemple, par rapport à des démarches dans un futur proche, je suis en train de me dire oui, évidemment, faut faire la distinction. C'est-à-dire que si vous êtes en train d'élaborer par rapport à un futur quelque chose auquel vous êtes en train de penser, à laquelle vous êtes en train de penser, parce que vous dites tiens, faut pas que j'oublie de faire ça ou ça ou ça n'a rien à voir. Là, il n'y a pas de stress, c'est juste que vous êtes en train d'élaborer quelque chose. Donc, du coup, il n'y a pas de stress à la clé. C'est juste que votre mental est en train de vous rappeler comment structurer les choses par rapport à ce que vous voulez accomplir. Voilà. Si vous voulez accomplir, je sais pas moi, une course à pied, votre mental va vous dire tiens, n'oublie pas en effet de prévoir dans ta gourde des éléments tels que du citron ou du sucre qui puisse en effet te permettre de tenir sur la longueur. N'oublie pas aussi de prendre tel lacet, un change de lacet au cas où tes lacets casseraient. Ça, c'est une élaboration en fait, mais il n'y a pas de stress là-dedans. Et ce n'est pas, en fait, il ne faut pas le confondre avec un discours mental, ça n'a rien à voir. C'est justement, ce même mental peut être utilisé pour élaborer des projets. Et élaborer un projet, c'est pas être dans un discours mental. Parce qu'il ne faut pas confondre discours mental avec lié à une expérience X ou Y avec discours mental où il y a une élaboration vis-à-vis d'un projet quelconque. Là, il y a plutôt l'idée que le mental est en train de vous aider en fait à élaborer, à structurer. Voilà, ça c'est le mot qui est important. Il est en train de structurer en fait quelque chose, un projet. Voilà.
Si vous organisez une soirée, forcément, quelle que soit la soirée, pardon, le mental va être un bon support pour euh, donc vos différentes personnalités vont vous donner des idées pour comment élaborer cette soirée et essayer de penser à tout. Maintenant, si vous êtes en train d'élaborer une soirée et qu'il y a une pensée en vous qui est récurrente en disant je ne vais pas y arriver, ça devient du discours mental. Et là, parce que là, ça génère du stress. Voilà. Et donc, c'est deux choses différentes. Il y a d'un côté votre mental qui peut vous aider en effet à structurer votre soirée ou votre projet pour pouvoir en effet euh, le parfaire, on va dire, qu'il soit le plus totalement réussi, en tout cas au plus proche de ce que vous voulez qu'il soit. Et puis il peut y avoir un discours mental qui vous dit voilà, je ne vais pas y arriver, je vais me planter. Voilà, enfin, on connaît la chanson, hein, on sait très bien que dans ces cas-là, c'est toujours des pensées négatives qui viennent vous stresser. Ça peut être aussi des pensées comment dire, peuvent être aussi des projections, comment dire, qui là encore n'ont rien à voir avec la réalité, du genre oui, de toute façon, grâce à un tel, la soirée va être géniale, alors qu'en fait, vous n'en savez rien. C'est-à-dire que tant que vous n'êtes pas dans le moment présent, en fait, vous ne savez pas si la soirée va être géniale ou pas. Donc ça aussi, ça fait partie du discours mental qui vient comme ça intervenir et projeter des choses sur un futur qui n'existe pas. Donc voilà, l'important c'est d'être toujours dans le moment présent. C'est dans le moment présent que vous construisez le moment d'après. Et, euh, et si dans le moment présent vous n'êtes pas serein, vous n'êtes pas détendu, ben, il est difficilement concevable que dans l'instant d'après vous puissiez l'être. Parce que la sérénité, c'est le temps zéro. Si vous n'êtes pas serein maintenant, vous ne serez pas serein 2 secondes après, ni demain. Voilà, donc c'est important à savoir. Donc voilà pourquoi en effet résistance égale souffrance. Maintenant, j'espère que c'est plus clair pour vous et, et que surtout euh, vous comprendrez l'intérêt en effet de rentrer en conversation, en dialogue avec nos différentes personnalités, de façon en effet à avoir des informations euh, de sorte que vous puissiez comprendre en effet ce qui se passe quand une personnalité en vous se manifeste et qu'elle se manifeste de manière stressante et comment dire un stress d'ailleurs qui est lié souvent à la peur. Voilà, quelle que soit la peur de toute façon. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous permettra d'avoir un peu plus de gagner davantage en sérénité, de pouvoir gagner aussi en compréhension par rapport aux mécanismes du moi, qui encore une fois sont vraiment super simples. Hein. Rappelez-vous, agitation égale souffrance, et voilà, comment dire, et vérité souvent égale libération. Voilà, c'est-à-dire que peut pas y avoir, il peut pas y avoir 36 000 solutions. Voilà. Eh bien, voilà, merci d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. N'oubliez pas éventuellement comment dire, d'aller sur ma page Facebook Frédéric Dautrive, Frédéric F-R-E-D-E-R-I-K, plus loin Dautrive, D'-H-A-U-T-E-R-I-V-E, de demander en effet à vous rajouter en tant qu'ami sur Facebook. Si vous avez en effet des choses à me demander liées au processus de la pensée et comment celle-ci en effet peut à la fois être aidante et en même temps autant être invalidante. Voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions sur ma page Facebook ou alors directement dans les messages personnels. Et n'hésitez pas à interagir avec cette vidéo en laissant des petits messages en bas. Voilà. Et si le cœur vous en dit, likez, pourquoi pas. Ben, ceci dit, voilà,
vidéo prend fin, j'ai pensé à tout, j'espère, enfin, puis en même temps, si j'en ai oublié, c'est pas très grave. Moi, il n'y a pas de commentaire dans ma tête qui me dit oui, t'aurais dû, t'aurais pas dû. Voilà, ce qui est parfait, c'est que les choses se passent comme ça. Si c'est pas complet, c'est pas complet. La vidéo n'est pas complète. Si ça l'est pour vous, tant mieux. Si c'est une source de frustration parce que vous dites ouais, bon, finalement, ça répond pas à ce que j'attendais, c'est comme ça aussi. Voilà. Donc peut-être que quelqu'un d'autre aura davantage de réponses à vous offrir que moi. Mais moi, en tous les cas, voilà, j'ai essayé d'exprimer les choses telles que je les ressens, telles que je peux aussi les retranscrire. Et je suis en accord avec ça. Il n'y a pas une petite voix qui est en train de me dire ouais, enfin c'était pas super, t'es toujours en train de bafouiller ou je sais pas trop quoi. En fait, je m'en fous. Je bafouille pas. C'est clair, c'est pas clair. J'essaye de mon côté de l'aider davantage, d'être le plus possible, on va dire, mais il n'y a pas de petite voix en moi qui fait des commentaires sur ce que j'aurais dû faire ou ne pas faire. Et c'est ça qui offre une vraie sérénité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'agitation mentale à propos de ce que je fais ou de ce que je dis, et la manière dont je le fais et la manière dont je le dis. Voilà, donc j'espère juste que cette vidéo ne sera pas stérile pour vous et vous offrira un maximum d'éclaircissement. Voilà, ça c'est mon intention et j'espère qu'elle va être juste nourrie et atteinte. Voilà. Sur ce, très bonne journée à vous et n'hésitez pas à vous rajouter en tant qu'ami sur mon Facebook. Bye.